Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir les propriétés des substances ferromagnétiques telles qu'elles sont mesurées. Donc ce que nous présentons ici, ce sont des données expérimentales qu'il faudra ensuite comprendre. Alors, on peut mesurer la fonction d'état, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la fonction, le champ magnétique, en fonction de, l'aimantation de la substance, en fonction du champ magnétique pour une température donnée. Par exemple, pour le nickel, si on mesure M en fonction de H, à une température de 326 Kelvin, on obtient une courbe une ligne pratiquement constante, une aimantation quasiment constante. Pour une température de 540 Kelvin, on obtient une courbe quasiment constante puis qui s'infléchit. Et enfin, à 650 Kelvin, on obtient une aimantation quasiment constante et puis qui s'annule en champ magnétique nul. Si on mesure cette courbe pour toute une série de températures, on peut alors tracer un graphique de l'aimantation en fonction de la température. Et ainsi, pour le nickel, on obtient en champ magnétique nul, donc sans champ magnétique, une aimantation qui suit une courbe comme ceci, qui s'annule à 631 Kelvin. On constate donc qu'il y a une aimantation permanente, une aimantation spontanée, donc même en champ magnétique nul, et qui s'annule au-dessus de 631 Kelvin. Cette température, une température critique, est appelée TC, température de Curie, température critique ou température de Curie. Avec un champ magnétique appliqué, l'aimantation perdure un peu, ou un champ magnétique plus fort, et ça, c'est simplement l'aimantation qui est observée pour une substance magnétique soumise à un champ magnétique. Donc, au-dessus de la température de Curie, on a un comportement paramagnétique, et en dessous de la température de Curie, on a un comportement ferromagnétique avec une aimantation spontanée. On peut mesurer les propriétés, comme ici pour le nickel, pour toute une série de substances ferromagnétiques, il y en a tout un paquet, ainsi que les propriétés suivantes que nous allons présenter. Par exemple, pour le fer, on trouve une température de Curie de 1041 Kelvin. Donc il faut la chauffer à environ 800 degrés pour qu'il perde son aimantation permanente. Le gadolinium a une température de Curie de 293 Kelvin, donc 20 degrés Celsius, et on passe en phase paramagnétique. L'oxyde d'uranium est aussi un ferromagnétique en dessous de 69 Kelvin, etc., pour toute une série de substances. Si on regarde ces courbes, on voit que pour une température grande par rapport à la température de Curie, la susceptibilité magnétique suit une loi C sur T moins θ. C, constant de Curie, θ, température de Weiss. C'est la loi de Curie-Weiss, typique des substances paramagnétiques. Tandis que pour T proche de la température critique, on constate que la susceptibilité magnétique est proportionnelle à T moins la température critique, divisé par la température critique, exposant moins gamma. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement une loi en puissance. Donc la susceptibilité magnétique varie comme une loi en puissance de la température, et gamma est environ égal à 1,3. On peut mesurer aussi sa valeur pour toute une série de substances. Pour T très inférieur à la température critique, on a une aimantation constante, indépendante du champ magnétique appliqué, c'est le moment de saturation. C'est celui qu'on obtient au zéro absolu lorsque tous les moments magnétiques des atomes sont parfaitement alignés.
au-dessus, avec l'agitation thermique, il se désorganise et l'augmentation diminue. Le moment de saturation thermique s'obtient comme le nombre d'Avogadro, donc le nombre d'atomes ou de molécules par mole, fois le moment magnétique maximum d'un atome ou d'une molécule. C'est-à-dire le nombre d'Avogadro fois le magnéton de bord fois un nombre MF qui est appelé nombre effectif de magnétons. On peut aussi le mesurer pour toute une série de substances, il varie entre 1 et 3 ou 4. Attention, il ne faut pas le confondre avec la valeur P, nombre effectif de magnétons, que nous avions vu pour le paramagnétisme. C'est différent, ici on est dans la phase ferromagnétique. Pour une température proche de 0, proche du zéro absolu, l'aimantation divisée par l'aimantation à saturation a un comportement qui est en 1 moins A, une constante, à 1, fois la température exposant 3,5, moins une constante à 2, fois la température exposant 5,5. Ça, c'est ce qui est relevé par l'expérience. Et pour une température proche de l'état critique, de la température critique, de la température de Curie, ça varie proportionnellement, à nouveau une loi en puissance, Tc moins T sur Tc, exposant bêta, bêta étant égal environ à 0,35. Toujours proche de la température critique, l'aimantation varie en fonction de l'aimantation qui est appliquée, et elle varie proportionnellement au champ magnétique exposant 1 sur delta, et delta est environ égal à 4. Alors les coefficients gamma, bêta et delta sont appelés des coefficients critiques, puisqu'ils décrivent des lois en puissance au niveau de la température critique. Ensuite, il y a la capacité calorifique de la substance. Celle-ci va dépendre de diverses choses. Elle dépend du réseau, avec une loi qui varie en T cube, pour des températures très basses. Elle dépend aussi des électrons libres pour les métaux. Et c'est une capacité calorifique qui varie en fonction de T, linéairement. On a aussi une capacité calorifique dite de Schottky, qui est due à la différence des niveaux, la séparation des niveaux d'énergie magnétique que nous avions vu, les anomalies de Schottky. Et elle varie en fonction d'une constante divisée par la température au carré. Toutes ces contributions peuvent se mesurer séparément, en faisant varier la température, etc. Et il y a une quatrième contribution, celle qui nous intéresse le plus ici, c'est la capacité calorifique magnétique, CVM, et qui est due à l'interaction entre les ions magnétiques. Si on mesure la capacité calorifique en fonction de la température, on constate qu'elle part d'une valeur à peu près constante et elle grimpe, et arrivé à température critique, il y a une brusque chute et puis une diminution progressive. Et là aussi, autour de la température critique, on a une loi en puissance qui est à peu près symétrique et qui varie à une constante près, puisqu'on a une rupture, et l'exposant critique ici est noté alpha, et alpha vaut environ moins 0,1. Pour des températures très basses, la capacité calorifique suit à nouveau une loi semblable à celle du moment magnétique, avec des coefficients qu'on appelle B1 et B2 au lieu de A1 et A2. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on relève expérimentalement. Donc on a la température de Curie, on a les différents exposants critiques, alpha, bêta, gamma, delta, et les constantes A1, B1, A2, B2.
on peut mesurer toutes ces valeurs pour toute une série de substances. Mais il reste à expliquer, à y comprendre le pourquoi de ces valeurs. Pourquoi ces exposants critiques-là, pourquoi gamma est-il environ égal à 1,3, etc. Donc, pour ça, on a besoin de modéliser les ferromagnétiques. Et d'abord, donc ça c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, nous allons analyser comment se comportent les interactions entre ions magnétiques. Je vous remercie.